Bonjour, au cours de la dernière vidéo qui traitait de la mitose, donc des divisions cellulaires, nous avions vu que pour que le génome soit conservé au cours du cycle cellulaire, il était nécessaire que à l'entrée de la mitose, ces chromosomes soient bichromatidiens, donc avec deux chromatides, et que ensuite, au cours de la mitose, ces deux chromatides se séparent de manière à ce que chacune des cellules filles ait la même quantité de chromosomes que la cellule mère. Cependant, il est ensuite nécessaire, donc après la mitose, au moment de l'interphase, il est nécessaire que ces chromosomes monochromatidiens se dupliquent pour récupérer du coup des chromosomes bichromatidiens, et donc pour ensuite pouvoir réenchaîner sur une nouvelle mitose. Donc cette duplication de l'ADN qui a lieu au cours de l'interphase, elle a lieu en fait au moment d'une phase très particulière de l'interphase, qui s'appelle la phase S, et ça sera donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est parti. Alors, au cas où vous l'auriez oublié, voici les différentes étapes d'un cycle cellulaire. Avec la mitose, qui sépare la quantité d'ADN en deux dans les deux cellules filles, et l'interphase, entre deux mitoses. Eh bien, la phase qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est celle-là, la phase S, durant laquelle la quantité d'ADN va être doublée. Donc le principe de cette phase S, c'est que les chromosomes, qui sont initialement monochromatidiens, se répliquent pour donner des chromosomes bichromatidiens. Et donc ce doublement de la quantité d'ADN, on peut l'observer au microscope électronique, donc on voit ici la présence de ce qu'on appelle un œil de réplication, donc qui correspond à cette sorte de boucle-là. Et cet œil de réplication est délimité sur les côtés par ce qu'on appelle les fourches de réplication. Du coup, au niveau de l'œil, on voit bien qu'il y a la présence de deux molécules d'ADN, alors que, de part et d'autre, on n'en a qu'une seule. On a donc bien un dédoublement de la molécule d'ADN à cet endroit-là. En dynamique, il faut bien s'imaginer que les yeux de réplication s'étendent en fait progressivement sur les côtés, et ce qui permettra du coup à terme la création de deux molécules d'ADN à partir d'une seule. Alors parlons maintenant des modalités de cette réplication, c'est-à-dire de comment l'ADN se réplique. Et en fait, sachant que la molécule d'ADN est constituée de deux brins, il y a trois hypothèses possibles permettant de rendre compte de cette réplication. On peut par exemple supposer que les deux brins de la molécule d'ADN se séparent et servent ensuite chacun de matrice pour la construction d'un nouveau brin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle semi-conservatif. Ou bien, on peut supposer que la molécule est conservée et sert de matrice, donc dans son entièreté, à la création d'une nouvelle molécule complète néoformée. Donc ça, c'est le modèle conservatif. Et enfin, on a le modèle dispersif, qui lui suppose que la molécule d'ADN parentale est éclatée en petits bouts, que l'ADN néoformé vient ressouder. Alors, les trois modèles permettent de rendre compte de la réplication, mais en fait, un seul est correct. Alors, comment faire pour savoir lequel ? Eh bien, pour cela, il y a deux scientifiques, Matthew Meselson et Franklin Stahl, qui ont imaginé une expérience qui permettait de trancher. Cette expérience, connue sous le nom d'expérience de Meselson et Stahl, a été réalisée pour la première fois en 1958, et le principe est le suivant. On place des bactéries dans un milieu contenant un isotope lourd de l'azote, le N15. Ces bactéries, on les laisse se reproduire plein de fois dedans. Et du coup, au bout d'un certain temps, on considère que l'ADN de nos bactéries, là, il sera lourd, c'est-à-dire constitué à partir d'azote 15. Ensuite, on va transférer ces bactéries dans un milieu qualifié de léger cette fois, en contenant l'isotope léger de l'azote, le N14. Et là, on va leur faire réaliser deux cycles cellulaires. Au moment du transfert, et après chaque cycle cellulaire, on va en prélever un petit peu et on va réaliser ce qu'on appelle une ultracentrifugation, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre l'ADN des bactéries dans un tube, que l'on va faire tourner très très vite, et ainsi, après la centrifugation, donc d'après la position de l'ADN dans mon tube, on pourra savoir si cet ADN est lourd ou léger, c'est-à-dire s'il est assimilé du N15 ou du N14. Alors, avant de vous présenter les résultats de l'expérience, on va déjà essayer de voir quels sont les résultats que l'on pourrait attendre pour chaque hypothèse, donc ce qu'on appelle les conséquences vérifiables de chaque modèle. Commençons par le modèle semi-conservatif. Au moment du transfert, vu que les bactéries ont barboté pendant 3 plombes dans le milieu lourd, les molécules d'ADN seront lourdes, forcément. Donc on s'attend donc à ce que l'ADN aille dans le fond du tube après la centrifugation, donc ici. Si on laisse les bactéries pendant un cycle cellulaire dans le milieu léger, alors on devrait avoir une réplication. Et si cette réplication se fait sur le mode semi-conservatif, voici les molécules d'ADN qu'on est censé obtenir. On obtient donc des molécules hybrides, constituées d'un brin léger
et d'un brin lourd. Maintenant, si on laisse les bactéries pendant un cycle supplémentaire dans le milieu léger, alors on devrait obtenir deux types de molécules différentes. On aurait 50% de molécules hybrides et 50% de molécules entièrement néoformées, donc entièrement légères. Du coup, après centrifugation, on aurait deux bandes d'abondance dans le tube, ici et ici. Prenons maintenant le modèle conservatif. Au moment du transfert, ça change pas, l'ADN, il est toujours lourd. Après un cycle, par contre, on n'aura pas la même chose, puisque on aurait dans ce modèle déjà deux types de molécules, des légères et des lourdes. Et après deux cycles, on aurait pareil, mais avec 2 fois plus de légères que de lourdes. Et enfin, voyons ce qu'on attendrait d'un modèle dispersif maintenant, donc au moment du transfert, tout l'ADN est lourd, ça change toujours pas. Après une réplication, les molécules d'ADN obtenues sont à la fois constituées d'ADN lourd et d'ADN léger, donc on aurait des molécules hybrides, et après 2 réplications, les molécules d'ADN seraient toujours hybrides, mais avec un peu plus d'ADN léger que d'ADN lourd. Mais en gros, on aurait encore une seule bande dans le tube. Donc on voit bien que les résultats attendus diffèrent selon l'hypothèse retenue. Du coup, voyons maintenant les résultats. Alors attention, roulement de tambour, et bim, les voilà. Et on voit qu'après une génération dans le milieu léger, là, il n'y a toujours qu'une seule bande dans le tube. Donc déjà, ça prouve bien qu'on a, au bout d'une génération, 100% d'ADN hybride. Du coup, on peut dégager direct l'hypothèse conservative, parce que l'hypothèse conservative impliquait forcément 2 bandes après une génération. Donc cette hypothèse est fausse. Il nous reste maintenant 2 modèles en course, le modèle semi-conservatif et le modèle dispersif. Mais à la deuxième génération, en fait, ça nous permet de trancher, parce qu'en effet, on voit bien que là, on a la présence de 2 bandes d'abondance après 2 générations dans le milieu léger, alors que le modèle dispersif impliquait la présence d'une seule. On peut donc, à son tour, éliminer le modèle dispersif. Et le gagnant est le modèle semi-conservatif. Alors bien entendu, depuis 1958 et cette expérience, on en sait encore beaucoup plus sur les modalités exactes de cette réplication semi-conservative. En fait, la réplication est possible grâce à une enzyme, donc l'ADN polymérase, qui va d'abord permettre la séparation des 2 brins de la molécule d'ADN. Ensuite, l'enzyme va permettre la polymérisation de nucléotides. En fait, chaque brin parental va permettre de servir de matrice à la formation des brins d'ADN néoformés. Donc les nucléotides qui vont s'associer seront donc les complémentaires des nucléotides des brins parentaux. Car je vous rappelle que les nucléotides fonctionnent par paire, donc le nucléotide A avec le nucléotide T, et donc C avec G. L'enzyme va ensuite se déplacer le long de la molécule d'ADN parentale, afin de prolonger la polymérisation, et d'étendre du coup l'œil de réplication, jusqu'à ce que toute la molécule soit répliquée. À l'issue de la réplication semi-conservative, on obtient donc 2 molécules filles, strictement identiques, et identiques à la molécule mère initiale. Et ce sont ces 2 molécules filles qui vont former du coup les 2 chromatides du chromosome bichromatidien. Et donc ces 2 chromatides seront donc strictement identiques, parce qu'ils sont constitués de la même molécule d'ADN au final. Et lorsque ces 2 chromatides vont se séparer au cours de la mitose qui va suivre, on aura alors bien la conservation de l'information génétique dans chacune des cellules filles obtenues. Alors, je suis conscient que l'expérience de Mendelssohn et Stahl, c'est pas forcément facile à saisir, mais ce qui est vraiment important dans ce cours, c'est surtout les modalités de la réplication de l'ADN, donc qui se fait sur un mode semi-conservatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, et donc ça c'est vraiment très important, que les 2 brins de l'ADN vont se séparer, et donc qu'ensuite chacun des 2 brins de l'ADN va servir de matrice pour la construction d'un nouveau brin d'ADN néoformé. Voilà, donc c'est ça la réplication semi-conservative de l'ADN, et donc c'est ça qu'il est important de retenir dans le cours d'aujourd'hui. Et donc il faut surtout pas perdre de vue que c'est cette réplication semi-conservative qui va permettre la conservation du génome au cours de la mitose qui va suivre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.